Là, on va s'intéresser à la tradition en tant que vecteur d'inclusion. On en a parlé ce matin. Et pour développer cette pensée, je vais vous demander d'accueillir Noëlle Monin, qui est professeure, maître de conférence à Lyon, sociologue, qui va être notre première intervenante sur cette table ronde, mais aussi Bess, qui est un graffeur, voilà, un graphiste graffeur, et Sylvia Chassard, que vous connaissez tous, bien évidemment. Noëlle, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette tradition vecteur d'inclusion? Alors, on va vous donner un micro, ce sera mieux. Alors, d'abord, je ne suis pas du tout chercheuse en ethnologie, je fais de la sociologie de l'éducation. Donc, on peut parler de tradition quand on fait de la sociologie de l'éducation. Bon, c'est pas ce que j'ai choisi. Simplement, là, je voudrais commencer en nous reposant la question de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de tradition. On en a ce matin beaucoup parlé, donc on a beaucoup évoqué le sens commun. Que dit le sens commun? La tradition, c'est évidemment une acception traditionnaliste. Faites attention quand vous parlez à bien mettre votre micro. C'est synonyme d'ancien, de passéisme, une tradition figée, une sorte de légitimité du passé qu'il faudrait bannir, en quelque sorte. Ce serait ça. C'est dans nos représentations. Il y a une sorte de connotation plutôt conservatrice, dirons-nous, qui ferait de la tradition l'antithèse du progrès, de la modernité. Bref, il y a tout un passé. Il y a un écho. Il y a tout un passé, une histoire, des enjeux de pouvoir qui vont expliquer, ces points de vue. Donc, pourtant, quand on regarde la salle qui est ici, et moi je fais partie, je l'ai dit ce matin, du groupe ATP Salmorinque de Voiron depuis de nombreuses années, on voit qu'il y a quand même toute une richesse culturelle qui est très loin de ce que je viens de dire là, pour le moment. Donc, on irait plutôt vers une dimension héritage à travers une certaine évolution historique, un héritage immatériel, quelque chose comme ça, vecteur d'une identité. On pourrait dire les choses de cette manière. Donc une transmission culturelle qui dure à travers le temps, un patrimoine qu'il faut faire exister, et c'est bien ce que les font. C'est un savoir social, comme diraient les sociologues, je me permets d'employer les barbarismes des sociologues, un savoir social incorporé, quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes, un habitus, comme on peut le dire. Autrement dit, les individus sont donc le produit d'une histoire collective, constamment soumise à des expériences nouvelles, évolutives. Et comme l'a dit ce matin François Janton, il est donc nécessaire de saisir la manière dont le temps interroge la tradition, de chercher dans le passé les éléments de réponse aux questions actuelles. Tel est l'intérêt de faire vivre la tradition comme processus d'acculturation. Je veux dire par là, il faut l'entendre comme s'approprier une culture qui n'est pas vraiment la sienne ou qui nous est très peu familière. Voilà comment on pourrait, en gros, définir, grosso modo, cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Dans un deuxième point, j'ai essayé de me demander de quelle manière la tradition incarnée par le folklore et les arts et les ATP, elle réussissait à se démarquer justement de cette sous-culture dont elle est affublée, de ce côté passéiste. Comment est-ce qu'elle arrive à se démarquer? C'est pas facile, on l'a vu ce matin. Bon. Comme on l'a fait remarquer aussi, cette tradition, du moins folklorique, ne peut pas se démarquer d'une histoire. Incarnée, bien sûr, on l'a dit ce matin, par les oripeaux-pétainistes, on le sait, les chantres de Vichy, mais il y a un paradoxe incroyable, c'est qu'il y a des grands hommes du folklore, que sans doute beaucoup d'ici ici connaissent, par exemple André Varagnac,
qui a été le premier directeur adjoint du Musée national des arts et traditions populaires, qui a été un pétainiste, un doriotiste, enfin bon, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur cet homme-là, et qui a pourtant œuvré incroyablement pour le développement des arts et traditions populaires. J'insiste bien sur, non pas sur la tradition, mais sur les arts et traditions populaires. Hein. Donc vous voyez, c'est un espèce de paradoxe, hein, comme on aurait pu dire sous Vichy, avec le ministre Carcopino, qui était un ministre vraiment pétainiste, c'est lui qui a demandé aux instituteurs d'avoir le baccalauréat, ce qu'on n'aurait jamais pu penser, alors que précédemment, bon voilà, hein, donc un de ces paradoxes. On n'oublie pas néanmoins, malgré tout ça, on n'oublie pas néanmoins que les arts et traditions populaires, c'est l'œuvre du Front populaire. Ce matin, M. Janton l'a dit, hein, l'œuvre de Jean Zay, la politique de la jeunesse et des loisirs de Jean Zay. Donc cette politique avait comme volonté d'honorer la France profonde, hein, de faire en sorte que la culture qui était réservée à une élite ne le soit plus, et qu'effectivement on mette à l'honneur la culture populaire et on le lui donne ses lettres de noblesse. Donc cette vision, hein, qui a été mon préambule, cette vision d'un folklore passéiste réduite à une dimension immobile, pittoresque, hein, c'est-à-dire dépourvu de sérieux et réservé voilà, à des gens, comme on nous l'a dit ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui a rencontré dans les couloirs ici de la maison une jeune fille avec son téléphone portable, et la jeune fille lui a dit « Est-ce que vous savez qu'on est au XXIe siècle ?» Elle était en costume, hein, donc voilà. Bon, donc si vous voulez, qu'est-ce qui a permis de renverser, ou qu'est-ce qui contribue à renverser cette vision, disons, passéiste du folklore, une tradition figée qui n'évoluera pas, hein, qui est d'un autre temps? Eh bien, c'est tout simplement l'intérêt qu'ont eu certains scientifiques, en particulier des ethnologues, des sociologues, des historiens, hein, qui sont très connus, je ne vais pas vous faire l'énumération ici, sauf si tout à l'heure vous me posez des questions, qui ont fait du folklore la science du savoir populaire. Hein, c'est important, une manière de penser le populaire comme une connaissance savante du peuple. Une culture du peuple au sens d'un enrichissement de l'esprit, une valeur ajoutée à la connaissance. À cela a largement participé, bien entendu, le Musée national des arts et traditions populaires qui a été créé en 1937. Mais on peut dire qu'en 2013, il a été remplacé par le MUNSEM, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, à Marseille, hein, qui effectivement contribuer à cette mutation en esthétisant cette culture, en visant à culturaliser, si je peux me permettre d'employer ce terme, les traditions populaires et à en faire un art majeur, alors qu'effectivement il est connoté art mineur, à se hisser au niveau du patrimoine mondial. Il y a une historienne, Florence Weber, hein, qui a écrit « Le folklore est l'ancêtre reconnu de l'ethnologie de la France ». Elle rappelle que la tradition qui marque le folklore se démarque très tôt. Dès les années 30, on voit apparaître dans la revue qui s'appelle « Revue du folklore français » en 1936 déjà, un questionnaire auprès des grévistes des grandes grèves de 1936, hein, et qui s'intéressait aux raisons pour lesquelles il y avait ces grèves, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est si récent, hein, cette évolution. Elle date, et le folklore a eu ces moments-là. Donc les travaux des scientifiques, hein, établissent que la tradition portée par les ATP, sous ses thèmes matériels et immatériels, est une culture commune. Hein, elle est commune aux toutes les composantes de la société, un patrimoine commun, un langage implicite de la reconnaissance d'appartenance, de filiation, et peut-être aussi, pourquoi pas, de rupture. Et si on cherche à la comprendre, en connaître les principes de fonctionnement, de transformation, eh bien c'est une véritable leçon de vivre ensemble. Hein, on est bien là. On pourrait dire que la petite communauté qui est ici, ces rencontres extraordinaires, les voyages qu'on fait à travers le monde, les festivals, etc., relèvent de cet ordre-là. Une leçon de citoyenneté qui, dans toutes les démocraties, ne peut se fonder que sur le plus large partage possible des connaissances. Hein, voilà la dimension évolutive. Alors, la question... est-ce que la tradition incarnée par le folklore, est-ce qu'elle serait le dernier rempart contre l'individualisme? Bon, alors, cette question de l'individualisme, d'abord, c'est à l'ordre du jour, hein, tout le monde se plaint, on dit que
l'individualisme au sens courant, hein, quand on la critique, c'est une dimension, disons, c'est le chacun pour soi. Bon, et on accuse nos enfants, etc., d'être chacun pour soi. C'est une attitude qu'on condamne, une sorte de vice, bref. Hein, c'est un point de vue très égoïste qui empêche effectivement le fonctionnement, j'allais dire, fédératif. Hein. Bon, donc ce point de vue, il serait en opposition au sentiment d'appartenance collective, aux valeurs de solidarité et de citoyenneté. Au sens politique, maintenant, qu'est-ce que c'est que cette dimension d'individualisme? Alors, c'est une conception d'une vie en société qui date aussi. Hein, on a des sociologues américains qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Donc, où l'individu, il est placé au centre. Alors, s'il y a des enseignants parmi vous, ça doit connoter un peu où l'élève au centre du système. Lionel Jospin, 1989, qui était notre ministre de l'Éducation nationale et qui avait fait une loi d'orientation et qui avait mis en tête de cette loi d'orientation l'élève au centre du système. Ça a marqué tout le système scolaire depuis. On pourra y revenir si vous êtes intéressé par ces questions. Donc, on pourrait dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen sont un exemple de penser l'homme au centre. Bon. Il y a aussi une autre dimension auquel on ne pense pas tout le temps et qui serait intéressante à développer, c'est que lorsqu'on regarde les encycliques papales depuis la fin du 19e, on voit que, il y en a plein qui se sont succédés, on voit que la notion de la promotion de la personne, le credo à la personne est très important. On retrouve des traces dans la pédagogie française, dans la politique française. Enfin, on pourrait dire que, alors il y a un sens sociologique qui est très simple à comprendre, c'est s'affranchir des contraintes des autres. Ça, c'est assez connu. On pourrait dire que l'individualisme, c'est pas né comme la génération spontanée des champignons, ni ça ne sort pas de la côte d'Adam, ni c'est pas arrivé comme ça un matin parachuté du ciel. Il y a tout un terreau qui cultive l'individualisme. Alors, grosso modo, je dis bien grosso modo, l'un de ces terreaux, c'est bien entendu la société industrielle, et qui date de la fin, bien entendu, du 19e, ou milieu du 19e. Donc il y a un célèbre sociologue qui s'appelle Émile Durkheim, qui est le père de la sociologie, qui nous a expliqué au début du 20e que la cohésion de la société, elle est possible lorsqu'on a affaire à une société traditionnelle, qui repose sur des liens communautaires. Mais dès qu'on passe dans des sociétés où il y a la division du travail, ce qui est notre cas, prenez le sens division de travail au sens très simple, il y a des étages, des hiérarchies, etc., requiert une forme de solidarité qui affaiblit justement ce lien communautaire. Vous voyez, ce n'est pas une invention de l'individu moderne qui serait devenu égoïste. Il faut le prendre dans toute son acception historique, dans toutes ses traces historiques. Donc, il y a un deuxième terreau qui est l'écroulement du mouvement ouvrier. Aussi, là-dessus, je ne vais pas m'étendre, mais qui affaiblit les liens. Voilà. Et si on fait un grand pas historique vers les années 60, elles sont marquées par l'ère de la modernité. On l'a dit ce matin suffisamment, quelqu'un est intervenu et a dit en 60, il y avait le rejet de toutes les traditions, c'était ringard, etc. Bon, on assiste à un mouvement de fond de la société qui aspire à la liberté, à l'épanouissement personnel. C'est une aspiration qui va avoir des retentissements, je l'ai dit, sur l'école, sur la politique, sur la justice, etc. Bon, et bien entendu sur les traditions. Donc, par exemple, en matière de pédagogie, il y a des choses qui sont déplorées, mais néanmoins des choses intéressantes. Vous voyez, il y a un côté ambivalent un peu des choses dans l'individualisme. La pédagogie actuelle, elle transforme les mentalités des générations montantes selon cette éthique individuelle. Je vous donne des exemples. On nous dit qu'il faut épanouir l'enfant, qu'il faut développer sa personne, qu'il faut lui donner le sens de l'initiative, en tout cas le cultiver, le sens de la création. Tout ça, ce sont des valeurs très intéressantes, bien entendu. Bon, voilà, il faudrait aussi une autre dimension, pouvoir évoquer le rôle joué par la transformation de notre société avec la montée des classes moyennes. Là aussi, ça demandera un long développement, mais je ne vais pas le faire. Mais bon, on a toute une montée des classes moyennes depuis les années 60 qui ont adhéré à des valeurs d'autonomie, des valeurs d'épanouissement, d'émancipation des tutelles, etc. Ça s'explique aussi. On peut dire qu'en 89, le mur est tombé.
Alors très bien, voilà les libertés qui reviennent, mais en même temps, l'anti-individualisme des systèmes socialistes, qui était un rempart contre l'individualisme, on en pense qu'on en veut, on n'est pas là pour en penser quelque chose, mais en même temps a eu une influence aussi. Donc le désengagement de l'État dans la vie économique, sociale, donc ça permet l'avènement de l'individualisme. Donc, Noël, du coup, est-ce que cette tradition, de perpétuer les traditions, de les entretenir, ça peut justement lutter contre cet individualisme dont vous parlez? Alors, c'est bien la question. Alors, je ferai une réponse de Normand, je dirais oui et non. Pourquoi non? Alors, d'abord. Je dirais oui et non. Je dirais oui pour toutes les raisons qu'on a développées, justement, pour toute cette richesse culturelle que représente la tradition. Et il faut savoir de quelle tradition on parle, en plus. Là, moi, j'ai parlé de la tradition des ATP, du folklore. Et encore, dans les ATP, je ne parle que du folklore, parce que je ne me permets pas d'aller sur un registre sur lequel je n'ai pas travaillé, quoi. Enfin, sur le folklore, on peut dire que quand on est dans le milieu et quand on lit un certain nombre de choses, on peut dire qu'il y a quand même des scientifiques qui ont travaillé sur la question, qui ouvrent les yeux. Bon, bref. Mais pourquoi non? Votre micro. Pardon. Pourquoi je pense que la tradition peut être un frein, ou en tout cas... il me semble que si la tradition veut avoir une dimension évolutive, il faudrait qu'elle soit vigilante, sinon attentive, je ne sais pas comment dire, au pouvoir qui l'entoure. C'est-à-dire qu'on sait très bien, ça n'a pas été évoqué jusqu'à présent, mais j'ose quand même le dire, que la tradition, elle est marquée. Elle est marquée socialement, elle est marquée religieusement, elle est marquée politiquement. Bon, donc à partir de là, est-ce qu'effectivement la tradition folklorique, par exemple, quelle est sa position? Est-ce qu'effectivement elle est sous le sceau, elle est le gardien du temple d'une tradition non évolutive, ou effectivement elle en est consciente et plus ou moins vigilante, et bon voilà, pour moi c'est ça, quoi. Mais quand vous parlez de politique, la pratique du folklore, elle est apolitique? Non. Je pense que non. Très bien. Je ne vois pas comment une pratique sociale pourrait être apolitique. Pour moi, toute pratique sociale est politique. Entendons-nous, je ne parle pas de la droite, de la gauche, etc. Mais défendre des valeurs, des idées, à un projet. Pas de valeurs, alors. Oui, à un projet politique. Et je pense que, bon voilà, il y a des connotations, il y a des liens avec des dimensions politiques et religieuses. Le folklore représente une tradition religieuse. Sous Pétain, le folklore représentait une tradition politique, et puis dans d'autres domaines aussi. Mais je pense que c'est le cas. Si on regarde, alors je pars sous le sceau des regards qui connaissent bien les folklores des autres pays, mais quand on va dans d'autres pays, on voit qu'il y a quand même une certaine emprise de la politique, religieuse, etc. Et donc, quelle est la limite, effectivement, pour ne pas avoir la même mise sur soi? Je ne sais pas, je pose la question, mais pour moi, c'est une question. Et en tant que sociologue de l'éducation, oui, quelle part, justement, il y a dans la transmission de ces traditions dans l'éducation? Alors, je dirais qu'avec les réformes de l'enseignement, on pourrait dire que c'est très dommage que les traditions soient autant oubliées. On a parlé ce matin des langues régionales. On sait que, par exemple, il y a des concours de l'enseignement qui présentent 0 poste, par exemple, en langue bretonne ou, par exemple, en langue occitane, l'Alsace, je ne sais pas, qui n'offre 0 poste. Donc, c'est quand même très dommage. Ceci dit, l'envers du décor, c'est effectivement que moi, qui ne parle pas le breton, je puisse aller scolariser mon enfant dans une école bretonne qui ne parlera pas exclusivement le breton. On pourrait dire que c'est la même chose pour l'anglais. Certaines écoles de commerce ou certaines grandes écoles de l'enseignement supérieur ne dispensent un cours qu'en anglais. Pour moi, c'est le contraire de l'évolution, quoi.
hein, même si, effectivement, tout le monde doit savoir parler l'anglais aujourd'hui, hein, dans cette dimension-là. Alors, en ce qui concerne, pour finir de répondre à votre question, en ce qui concerne les réformes de l'enseignement, eh bien, on est en train aujourd'hui, par exemple, dans la réforme du bac qui arrive, là, aujourd'hui, hein, on est en train de perdre des dimensions incroyables de notre patrimoine culturel, par exemple, et depuis longtemps, réduction du nombre d'heures en histoire-géographie, fin de la philosophie en terminale, etc., etc. Hein, alors que c'est une tradition de notre système scolaire français. Hein. Voilà ce que je pourrais dire sur les réformes du système scolaire. Il y a aussi une grande inspiration. Tout à l'heure, j'ai fait référence aux encycliques papales. J'ai moi-même fait quelques recherches. Moi-même fait quelques recherches entre la première encyclique papale qui a été éditée en 1896 et puis l'écho que l'on trouve aujourd'hui dans les réformes de l'enseignement. On en trouve beaucoup, notamment autour de la personne. Donc cette notion individualiste que l'on cultive, et tous les profs s'en plaignent, hein, je veux dire, et c'est dommage, parce qu'on pourrait associer les deux. Nous, on y arrive, là, dans le folklore. Merci beaucoup. Je vais m'adresser maintenant à vous, Bess. Donc, vous êtes graphiste. Oui. C'est vous le deuxième. Okay. Mais voilà. Ça marche. Alors vous êtes graphiste et graffeur. Oui. C'est vous qui avez réalisé cette toile ce matin. Oui, c'est ça. Alors déjà, pourquoi ce dessin-là ? En fait, je suis parti d'une photo qui m'inspirait beaucoup dans le sens où j'ai pas voulu connoter cette image sur une dame berbère ou autre chose. Et en fait, comment dire, le visage m'inspirait. Excusez-moi. Je vais essayer, dis donc. Non, mais en fait, j'ai voulu faire une dame dont on ne connaît pas vraiment la culture, c'est-à-dire il y a de l'inspiration berbère, on ne sait pas si c'est une indienne, on ne sait pas si c'est une dame de religion musulmane ou une religieuse. Et en fait, j'ai voulu évoquer un peu diverses cultures au sein d'une même dame, quoi. Voilà, une même personne, exactement. Donc voilà, je m'exprime mieux par le dessin que... Non, mais tout va bien. Est-ce que vous pensez qu'un jour le graphe, le street art, comme on l'appelle aujourd'hui, pourrait devenir un folklore ? Nous, c'est déjà vu un peu comme un folklore. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'appelle street art. Et justement, moi, en fait, je suis un graffeur. Aujourd'hui, on m'appelle street artiste, mais à la base, je suis un graffeur. Alors, c'est quoi la différence ? Parce que pour moi, un graffeur, c'est quelqu'un qui fait du graphe, et quelqu'un qui fait du street art, il fait du graphe. Donc, le graffiti fait partie du street art. Ce qui est intéressant, enfin, j'espère qu'il n'y a pas de graffeur dans la salle, parce que je vais mettre pas mal de monde à dos. Mais en fait, pour moi, le street art, en fait, c'est un peu... Alors attention, c'est un peu un fourre-tout en fait du graffiti. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour moi, c'est un peu du commercial entre guillemets, parce que sinon on appellerait ça art de rue, justement. Et on n'appelle pas ça art de rue parce que quand vous faites une exposition art de rue et la même exposition en mode street art, vous n'avez pas les mêmes personnes. Non, parce que c'est connoté, art de rue. Exactement. Voilà. Donc street art, ça sonne mieux, donc c'est plus vendeur. Et on ne va pas cracher dessus non plus, parce qu'aujourd'hui c'est grâce à ce mot street art que moi j'ai du travail en tout cas. Parce qu'à l'époque je faisais exactement la même chose. Moi j'ai commencé en 1995, donc je faisais exactement la même chose, sauf qu'à l'époque, on va dire, pour schématiser, il y a des personnes qui secouaient l'échelle pour dire vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis aujourd'hui les mêmes personnes sont là, c'est super, c'est payé par la mairie. On encourage aujourd'hui finalement les graffeurs dans les Désolé, je parle avec mes mots à moi, mais c'est vraiment ça, quoi. Bien, disons que le street art nous a ouvert des portes, donc moi je vais pas cracher dans la soupe. C'est vraiment ce qui nous donne du travail aujourd'hui. Mais moi je tiens quand même à dire que je suis originaire du monde du graffiti, qui est une culture qui était vue à l'époque comme un folklore, justement, parce que le mot folklore en France, je l'ai entendu tout à l'heure et je vous rejoins, c'est vraiment quand on dit folklore, en fait, c'est vraiment voilà, en France, folklore, c'est du folklore, c'est un peu n'importe quoi. Et nous, on était vus comme ça aussi. Donc je vous rejoins, c'est vous qui avez dit ça tout à l'heure. Donc voilà, donc en fait le street art aujourd'hui, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça nous permet à nous en tout cas d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui je suis ici parce que justement ça a une connotation street art et pas graffiti.
Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends la nuance. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas obligé de faire un lettrage graffiti comme on le faisait auparavant et comme ça se fait encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de graffeurs qui tiennent à ce mot de graffeur et pas de street artiste. Mais aujourd'hui, je peux être considéré comme un street artiste parce que je fais du portrait. C'est ça, et pas que du graphe. Pourtant, c'est la même technique. Mais est-ce que finalement, entre vous, street artistes, vous vous regroupez et vous... Comme là, par exemple, on peut avoir des groupes de danse ou des groupes de chant. Complètement. En fait, il faut savoir que le graffiti est issu d'une culture qui s'appelle la culture hip-hop. Oui. Il y avait du breakdance, il y avait du DJing, il y avait du graffiti, justement. Donc moi, j'ai commencé danseur, j'ai été rappeur, et je suis parti dans le graffiti, et je suis resté dans le graffiti. Ouais. Donc à l'époque, c'est ce qu'on appelait des jams, en fait. Enfin, J-A-M, en fait, des jams. Et du coup, c'était une sorte de folklore à nous, en fait, qu'on fait encore, en fait, avec les anciens. Ce que les street artistes ne connaissent pas forcément, c'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, en clair, vous avez une imprimante, vous faites un petit retouche Photoshop, vous l'imprimez, vous le collez, vous pouvez être street artiste. Mais être graffeur, il y a quand même des techniques, il y a quand même des années de travail, entre guillemets. Donc, c'est pas la même approche du tout, en fait. Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est un milieu dans lequel on se mélange ? Oui, complètement, bien que, comme je vous dis, il y a quand même une petite guéguerre entre graffeur et street artiste. Moi, j'assume complètement, je suis graffeur et street artiste aujourd'hui, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a quand même des graffeurs qui sont assez, ce qu'on dit, nous, dans le jargon, old school, et qui ne veulent pas du tout être assimilés à ce truc de street art, en fait. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on évolue ou pas ? Est-ce qu'on reste figé ou pas ? C'est un peu les mêmes questions. Mais en fait, le souci, même si c'est pas le même milieu. Voilà, mais en fait, c'est à peu près le même milieu, sauf que je trouve qu'en France, en tout cas, on se prend beaucoup la tête. Alors qu'aux États-Unis, ça s'appelle street art. Que vous soyez graffeur ou street artiste, c'est de l'art de rue. Mais en France, tant qu'on n'appellera pas ça art de rue, on aura toujours cette guéguerre entre graffeur et street artiste, en fait. Parce que si on appelle ça street artiste en France, c'est bien qu'il y a un business derrière. Aujourd'hui, on fait du festival street art, tout ça, chose qu'on faisait pas avant, ou en tout cas, on le faisait entre nous, sans que la mairie paye tel ou tel artiste. Aujourd'hui, il y a un festival à Grenoble qui s'appelle le Grenoble Street Art Festival. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans. Je crache pas dessus, c'est très bien pour la visibilité. Mais j'ai pas été payé pareil que les street artistes américains qui ont fait des fresques et qui sont repartis le lendemain. J'étais là tout le mois, moi, si vous voulez. Donc voilà, après ça reste un business quand même, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que du coup vous partagez vos expériences entre street artistes, même si vous ne faites pas la même chose ? Est-ce que ça vous permet justement de partager des choses ? Oui, complètement. Moi, j'ai quand même fait des belles... Je vous entendais tout à l'heure dire que grâce au folklore, en fait, vous voyagez beaucoup, vous échangez beaucoup. Nous, c'est un peu pareil. Il y a des graffeurs aujourd'hui qui font le tour du monde juste parce qu'ils font des peintures et qui sont invités par un graffeur qui a vu le truc, justement, par rapport à Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, et qui a invité la personne à venir au Brésil pour graffer avec lui, et ainsi de suite. Là, il y a énormément de festivals grâce à ça. Donc, non, on échange beaucoup. Puis moi, grâce à ça, je donne quand même des cours de temps en temps à des jeunes autour du street art. Je leur apprends à manier la bombe, mais je leur donne aussi des cours en leur expliquant d'où vient le graffiti, tout ça. Moi, j'adore partager ça, et je leur explique toujours que le street art, à la base, c'est quand même le graffiti, et qu'il y a quand même une raison à cela. Après, je pense que ce qui crée le lien entre votre folklore à vous, on va dire, et mon folklore à moi, c'est que on est assez rejeté entre guillemets de la société parce qu'en fait on est assez méconnu, j'ai l'impression. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit du street art ou du graffiti, moi en tout cas je suis là et je peux en parler. Je pense que chacun d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui ont une image négative du graffiti, mais parce que vous la connaissez pas. C'est-à-dire, moi je peux avoir une image négative de votre folklore à vous, mais parce que je la connais pas non plus. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis venu un peu comme un défi. Là je suis là en improvisation, je pense que vous le voyez. Oui, pardon. Et je suis pas chanteur non plus, donc vous voyez que je ne maîtrise pas trop le micro. Mais en tout cas, voilà, je suis là pour échanger avec vous. Et justement, c'est un défi de vous rencontrer, comme je pense que c'est intéressant de connaître un peu ma culture, entre guillemets, quoi. Eh ben, merci beaucoup d'être là et de nous faire partager tout ça. Avec plaisir. Sylvia Chassard, donc j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'ici tout le monde vous connaît. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi c'est la première fois, on sait que vous organisez donc cet événement, pourquoi c'est la première fois qu'il y a une journée de réflexion autour de la tradition ? C'est la question que je me pose. Eh bien, donc, c'est vrai.
puisque depuis plusieurs années, nos préoccupations étaient des préoccupations, je dirais, de recherche, d'échange sur des pratiques immatérielles, sur des thèmes, je dirais, des rites, des rites de passage, des moments de vie sociale. Mais nous nous rendons compte que depuis que la Confédération des groupes folkloriques existe, et il y a eu des évolutions, il y a eu toujours au fil des ans des personnes qui nous ont, par leurs éditoriaux, par des articles, nous ont alertés sur, je dirais, l'obligation d'avoir une réflexion de fond sur ce que nous sommes et la manière dont nous sommes perçus et la manière dont nous exprimons. Et donc, depuis déjà 2 ans, avec Nicolas, nous avions échangé. Et nous, en ce qui me concerne, eh bien, moi, je pensais que nous étions à un moment, je dirais, presque charnière de notre vie de société, puisque, comme Madame l'a dit, très bien dit, il y a à nouveau, je dirais, une exacerbation. Voilà, de l'individualisme. Il y a des modifications, je dirais, de comportement dans la vie des familles. Et il y a des choses que nous ressentons comme dans nos groupes folkloriques. Et nous avions besoin de réfléchir tous ensemble justement à ce que pourra être notre avenir, sur la manière dont nous allons nous projeter, sur la manière dont nous allons, bien, je dirais, exercer nos activités, mais vivre aussi dans nos groupes. Et puis, je dirais aussi l'importance pour nous de vouloir affirmer plus que tout, je dirais, notre intérêt et notre passion pour, je dirais, cette transmission dont nous pensons que nous sommes non pas des mais ce fil qui nous a été passé et que nous voulons passer aux générations futures. Est-ce que finalement, on parle beaucoup de la transmission de ces valeurs et de ces traditions, mais qu'en est-il de la découverte de celle de l'autre ? Alors, je vous dirais tout d'abord que vivre à l'intérieur d'une fédération, de la confédération ou dans son propre groupe folklorique, c'est déjà pour chaque individu une première découverte. Parce qu'on arrive avec son passé, on arrive avec la richesse des racines que l'on a pu recevoir. Et puis, ma foi, on se confronte à déjà, dans nos groupes, des personnes, parce que comme nous sommes, même si nous n'en avons pas l'air très ouverts, eh bien, nous accueillons dans nos groupes des personnes qui ne sont pas forcément issues de la même région, du même terroir que nous. Et donc, déjà, il y a, non pas confrontation, mais il y a échange, parce que ces personnes-là nous disent « Ah bien oui, mais moi, mon grand-père ou ma grand-mère, il me racontait pas ça comme ça. » Et donc, ça veut dire que déjà, nous avons besoin d'avoir une ouverture à la compréhension, au regard que l'on a envers l'autre. Et puis aujourd'hui, je dirais cette ouverture que l'on a, on la met en œuvre encore plus lorsqu'on va à l'étranger, lorsqu'on rencontre d'autres groupes, d'autres régions, d'autres pays, où justement, je crois que nous, parce que nous sommes très, je dirais, très aguerris sur les racines que nous avons, qui nous ont pu nous être transmises, eh bien, ces racines-là nous permettent d'avoir un œil, je dirais, exacerbé pour aller comprendre l'autre. Et c'est cette valeur d'ouverture aux autres que je pense qui est un véhicule fort dans nos groupes. Non, je vous en prie. Donc moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, pour avoir réfléchi aussi à ce thème-là, je dirais, comme Madame l'a dit fort bien, que pour nous, la tradition, c'est un point de repère, c'est effectivement une référence sociale qui nous est transmise, et que c'est une opportunité de prendre conscience, parce que nous avons conscience de nous-mêmes et de ce que nous avons, de notre construction, pour justement mieux comprendre la construction des autres et de ceux que nous rencontrons. Et c'est aussi, je dirais, une manière d'accueillir, puisque nous sommes dans nos groupes, nous sommes dans une vision de partage, une vision
que nous mettons en œuvre. D'ailleurs, c'est pas que de la vision, nous la mettons en œuvre. C'est pour ça que dans le titre, je dirais, le dernier rempart contre l'individualisme, ce mot rempart me plaisait bien parce que le rempart, c'est un peu l'endroit où on se protège, mais c'est aussi quelque chose qui peut exclure. Et c'est, de ce côté-là, il me dérange. Donc, quand nous sommes dans notre société de groupe, pour nous, nous sommes ouverts. Nous avons des portes ouvertes qui sont en permanence ouvertes aux autres. Nous accueillons volontiers justement le regard des autres. Et c'est pour ça que je pense que par rapport au dialogue de ce matin, je pense que nous pouvons être prêts à regarder un regard qui ne nous plaît pas des autres à notre égard. Et je crois qu'il faut effectivement qu'on laisse la porte pour que ce regard vienne nous déranger pour pouvoir mieux construire encore. Très bien. J'imagine que vous avez des réactions dans la salle. Alors, je voulais juste rajouter une petite phrase que j'ai lue et qui m'a beaucoup plu. C'est une phrase de Saint-Exupéry et elle dit « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. » Et je pense qu'aujourd'hui, on peut s'augmenter avec les autres. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Quelqu'un qu'on n'aurait pas entendu éventuellement ce matin ? Ou tout le monde dort après le déjeuner ? Je sais que c'était dur. Mais pourtant, ce thème-là, il est quand même assez riche. Est-ce que la tradition est vecteur d'inclusion ou d'exclusion ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, même si j'ai parlé ce matin, même si c'est pas tout à distribuer le micro, moi il y a une question qui me chatouille, d'abord par la dimension politique, puisque Bernard nous a dit ce matin qu'en Pologne, le folklore était un art majeur, alors que chez nous, non. Donc ça veut bien dire que deux États différents peuvent avoir une vision différente, et donc politiquement, ça a une coloration. Et la deuxième question, c'était plus sur quelque chose qui n'a pas encore été abordé, qui pour moi est essentiel. Notre civilisation de l'ultralibéralisme et de l'absence de frontières, du moins pour les biens, dans ce cadre de l'ultralibéralisme, a aussi quand même bousculé les personnes. Et ce que l'on voyait il y a 40, 60 ans, des foyers où il y avait 3, 4 générations sous un même toit, et où ces échanges et cette culture, cette transmission se faisaient, aujourd'hui, par le déracinement qui se produit sur les êtres, elle est à mal. Et donc, en ce sens, on est à un rempart parce qu'on garde ce patrimoine qu'on n'a plus l'habilité de faire dans les foyers. Très bien. Ça vous inspire quelque chose, Noël, peut-être ? Oui, évidemment, la question de l'ultralibéralisme, on pourrait dire que c'est une question totalement politique, hein, bien sûr, économique, et qui a transformé les relations. Pourquoi aujourd'hui, sous un même toit, dès que les parents sont un peu âgés, on envisage de les mettre dans une maison de retraite ? D'accord, c'est transformation de la société, c'est les transformations des mentalités, c'est aussi une transformation liée au travail de chacun. Hein, je veux dire que là, est-ce qu'il faut le déplorer ou pas ? Je ne sais pas, tu avais l'air de le regretter, Gilles, qu'il n'y ait plus toutes ces générations sous le même toit. Peut-être qu'on peut transmettre des traditions, même si on n'est pas 4 générations sous le même toit. Hein. Ça dépend les relations que l'on aura établies à l'intérieur d'une famille, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a des facteurs qui se sont développés depuis les années, après la guerre, depuis les années 60, hein, une transformation de la société. Tu dis l'ultralibéralisme, oui. On dit la modernité, bien sûr. Hein. On dit aussi tout un rapport au système financier et à la mondialisation, hein, qui a transformé les mentalités, c'est évident. Notre réaction, éventuellement ? Oui. Oui, il parle de phénomène plus que l'ultralibéralisme, je pense à un phénomène de décomposition des familles et de recomposition qui change, me semble-t-il, quand même beaucoup les choses. Alors
Alors ça peut avoir un côté positif, hein, parce que dans les recompositions économiques, ça génère aussi un mixage de différentes composantes. Hein. Mais je pense que ça peut aussi être, par le phénomène déstabilisant qu'inévitablement ça génère, être. Il y a une autre question qui m'est venue ce matin à un moment du débat, c'est que on disait, on ressentait qu'on n'était peut-être pas toujours suffisamment ouvert aux autres, mais si on veut être inclusif, il faut aussi que l'autre vers lequel on se tourne, lui aussi soit inclusif. Et on n'a pas toujours non plus en face de nous des personnes qui sont prêtes à écouter le même message ou à écouter ce qu'on peut apporter comme tradition. Faut qu'il y ait, faut qu'on s'ouvre, qu'on offre, et il faut que de l'autre côté, d'autres parties soient prêtes à recevoir. C'est peut-être pas toujours non plus le cas. Vous voulez prendre la parole? Non, pas du tout. Non, mais, pour aller dans votre sens également, mais aujourd'hui, dans les groupes de folklore français, hein, je ne parle que des groupes de folklore français, est-ce qu'on a réussi à intégrer des étrangers? Est-ce que la politique des migrants qu'on a aujourd'hui en France et ailleurs, mais parlons de la France, nous permet d'avoir l'ouverture d'esprit et l'accueil nécessaire pour pouvoir, comme vous dites, accueillir des gens, s'ouvrir à ces gens-là. Il y a un contexte. Je veux dire, il ne suffit pas d'être un groupe de folklore et d'avoir envie d'accueillir des gens. Il y a un contexte fort. Je reprends l'exemple de la Bretagne ce matin et de la personne qui est intervenue et qui expliquait que les jeunes Bretons maintenant venaient en tenue traditionnelle et faisaient du folklore. On ne peut pas, même si les grands-mères, pendant 90 ans, ont porté leur coiffe et ont entretenu la tradition, se sont battues contre tout ce qu'on voudra, hein, toutes les méchancetés qu'on a pu dire sur la tradition. Il n'empêche que depuis les années 80, on va vers une politique de décentralisation et de régionalisation forte. Hein, on explique aux gens l'intérêt du local, on fait fort sur le local. Alors j'irai pas plus loin que ça parce qu'il y a encore une analyse politique derrière le local. Mais bon, je dirais que sans ça, je ne pense pas que les jeunes Bretons se seraient précipités. Je dis bien les jeunes, hein, se seraient précipités. Moi, je viens de l'Isère. Dans l'Isère, c'est pas du tout la même chose. C'est un pays où on passe, on circule, on se croise, etc. Le rapport à la tradition n'est pas le même non plus. Hein. Donc voilà, il y a tout ça qui s'explique aussi, hein, fortement. Et je trouve que dans nos groupes de folklore, moi, dans toutes les représentations ou toutes les activités de folklore, les échanges que j'ai vécus dans mon groupe de folklore, je n'ai jamais vu un jeune d'une autre nationalité dans un groupe français. C'était peut-être pas forcément que des jeunes d'autres nationalités dont il était question, c'était peut-être tout simplement des personnes qui ne sont pas folkloristes. Ah oui, dans ce sens-là, oui, peut-être. Et en l'occurrence, il y a aussi parfois, et je pense que c'est ce que vous vouliez dire, le message n'est pas reçu, parce que, alors, est-ce que c'est le costume ? On en parlait tout à l'heure avec Sylvia, qui fait qu'il y a une barrière qui se crée. Comment faire en sorte que finalement il n'y ait plus de barrière et qu'on puisse finalement attraper les gens, les faire danser, les amener vers le folklore. La jeunesse porte un costume. Tous les jeunes portent des Nike, sont habillés en jean, etc. Oui, mais c'est un costume qui finalement devient uniforme, alors que vous voyez bien que quand on traverse le carré d'art de Nîmes, tout le monde se retourne, parce que ce n'est pas habituel. Oui, donc les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Peut-être. Moi, je pense que... Vous avez un regard bienveillant sur notre passage. Étonné, bien sûr, de nous voir ici sur le carré, mais les regards étaient bienveillants, étaient souriants. Ils venaient même vers nous pour nous demander de quelle région nous venions. C'est certainement aussi votre attitude qui fait que quand on est bienveillant envers les autres, on reçoit
J'espère. Puis Oui, c'est ça. je pense aussi que c'est ce que vous venez de dire aussi. Ils sont demandés de quelle région vous venez. C'est-à-dire moi qui ne suis pas du tout de ce monde, pour moi le folklore, enfin votre folklore entre guillemets, appartient toujours à une région. Donc c'est difficile, vous voyez, enfin je vous le dis avec mes mots à moi, c'est difficile de venir dans votre folklore à vous, parce que pour moi, je vois ça comme un spectacle. Et je pense que tout le monde voit ça comme un spectacle. Alors attention, j'ai dit, il n'y a aucune moquerie. J'ai dit, je vois ça comme un spectacle, dans le sens c'est beau, et on contemple plutôt ça comme un spectacle en disant, ah bah ils viennent de Bretagne, et tout ça. Et c'est pour ça je pense que c'est pour ça que les personnes comme moi ont du mal à venir vers vous. Maintenant, j'entends que vous voulez qu'on vienne vers vous, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on voit au premier abord. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'entendais parler de bals folkloriques et de bals de tradition. Alors, pour moi, par exemple, vous voyez, je suis à des années-lumière de tout ça. C'est juste, je vois un bal où il y a des gens qui dansent, je trouve ça beau, je regarde. Mais par contre, c'est vrai que j'aurais du mal à venir danser avec vous. Sauf si on m'y invite, là, je viendrai. Mais oui, mais est-ce qu'on nous invite ? Est-ce que quand vous nous voyez à côté, vous dites venez danser avec nous? Non, vous dansez, on trouve ça beau et on regarde ça comme un spectacle. Notre attitude, déjà en défilant tout à l'heure, ou on le fera tout à l'heure encore, bien sûr. En défilant, on porte une espèce de joie de vivre et de fierté. Bien sûr. Et cette attitude que nous avons permet de pouvoir rentrer les gens en contact et de venir vers nous. Et oui. Nous aussi, on les accueille par notre sourire et par notre... Oui, mais vous voyez, je vais parler d'un autre folklore. Il n'y a pas très très longtemps, on est allé au carnaval de Venise, carnaval d'Annecy. Lapsus, voilà. Carnaval d'Annecy, et j'ai trouvé ça beau. Peut-être que c'était une invitation aussi, mais moi j'étais pas masqué, je ne suis pas allé, j'ai juste regardé ça comme un spectacle. Mais non, j'étais juste pas masqué. Peut-être que j'irai un jour masqué et je participerai, mais en tout cas, je vous vois un peu de la même façon. C'est-à-dire, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais en tout cas, je trouve ça très très beau, mais en tout cas, je vois ça comme un spectacle. Ce qui n'est pas du tout péjoratif, parce que je trouve ça très très beau aussi. Est-ce qu'on peut passer le micro à Solène? Je voulais faire une petite intervention par rapport à l'inclusion. C'est effectivement, alors, parler de effectivement toute l'intégration peut-être de personnes sur des cultures différentes. Et alors, je ne sais pas effectivement où on en est aujourd'hui dans les groupes. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans les groupes, et a priori en France, comme en Bretagne, ce que je connais très bien, et en France aussi, il y a des valeurs aussi, notamment par rapport à l'homophobie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'homosexuels dans nos associations et on a une grande tolérance. Enfin, c'est quelque chose qui nous pose même pas de question, en fait, ce sujet-là. C'est presque un autre sujet, mais on a cette vraie valeur, enfin, on a ces vraies valeurs d'accueil et de tolérance par rapport à l'homosexualité qui n'a pas du tout le même niveau dans la société d'une manière générale, par exemple. Nicolas voulait dire un mot, je crois. Nicolas? Non, il y a quelqu'un d'autre. D'accord. Pour aller dans le même sens, moi je voulais dire qu'on est en train dans l'actualité avec le folklore. Il y avait quelques gilets jaunes ce matin quand on est arrivé. Et on est en plein dans l'actualité. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics, c'est-à-dire un public entre nous, a eu du mal à saisir ce qui se passait. Un ethnologue de renommée, dont j'ai oublié le nom, a dit c'est révélateur de la crise d'une société d'individus. Une société d'individus. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins, comme Noël l'a dit tout à l'heure, donc une société où en fin de compte c'est le moi qui compte et les autres, de parenthèse, c'est pas mon problème, c'est moi. Voilà. Donc, je dirais que nos mouvements folkloriques, ce sont des mouvements collectifs. Et je dirais que comme toutes les organisations collectives, on connaît bien évidemment cette crise qui traverse notre société et qui notamment a atteint un petit peu haut au travers du mouvement des Gilets jaunes. Mais donc, on est en plein dans l'actualité. Pourquoi? Parce que le folklore répond aussi à ces problématiques qu'on a évoquées, ces problèmes de la société. Quand on fait partie et qu'on entre dans un groupe folklorique, je dirais que quel que soit le milieu social d'où nous proviennent, ça ne pose absolument aucune difficulté. On est d'abord danseur, on est d'abord chanteur. Donc c'est un formidable vecteur d'intégration dans la société que le groupe folklorique. Et c'est pour ça que moi je crois, comme beaucoup ici, à son avenir au mouvement folklorique, même s'il devrait évoluer peut-être sous certains angles, mais
parce qu'il est d'actualité, parce qu'il a la capacité, justement, on a la capacité à travers nos associations, nos groupes, d'intégrer facilement, je ne faisais pas, par exemple, homosexuels qui ne posent absolument aucun problème, parce que ce sont des danseurs et des chanteurs, le reste nous importe tout. Donc, énormément de tolérance, de capacité d'intégration. Et ça, je dirais que c'est un atout formidable dans une société actuelle, une société en crise, où c'est les valeurs d'individualisme qui prédominent pour l'instant, parce qu'il va y avoir une évolution dans des choses, peut-être vers plus un retour au collectif, où les gens vont se rendre compte qu'à travers le collectif et en vivant certaines choses en collectivité, on arrive à mieux se comprendre, à mieux comprendre les choses aussi. Donc ça, je veux dire, c'est un atout que l'on a et que peut-être on ne sait pas suffisamment mettre en avant. Et comme je pense qu'on a beaucoup d'atouts de ce côté-là, parce que en plus de ça, ce qu'on représente, c'est souvent donc, une société du début du XXe siècle. Et dans cette société du début du XXe siècle, on parlait tout à l'heure des anciens qui ont été facilement en maison de retraite pour être tranquille, comme ça on continue notre vie et puis ils ne nous dérangent pas. Voilà, on s'interroge. Hein, et à l'époque, eh bien, la société était organisée de façon différente, où eh bien, ça n'était pas les collectivités au travers des conseils départementaux qui avaient à financer la dépendance ou ces personnes âgées, c'était sur la famille. Donc il y avait de véritables valeurs de solidarité, de transmission de savoir, et ça c'était riche aussi. Voilà. Donc là-dessus, je dirais que paradoxalement, on présente ce passé tout en étant des gens du présent, mais les valeurs qu'on présente, eh bien, c'est toutes ces valeurs qui vont à l'encontre de l'individualisme, et c'est pour ça que je pense, comme beaucoup d'autres ici, qu'il y a de l'avenir pour nous, si on sait bien se vendre. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une autre réaction là-bas. Oui. Je pense aussi que chacun réfléchit en fonction de son vécu, on est d'accord là-dessus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'intégration. Je suis bien placée pour savoir que l'esprit français est très individualiste et que intégrer quelqu'un d'étranger dans sa société, dans son quartier, dans son domaine est très souvent un effort quelquefois insupportable. Il sait très bien, le français, vous faire comprendre que vous n'êtes pas d'ici. Il sait très bien vous faire comprendre aussi, à un moment donné, que vous êtes des mauvais coucheurs et que vous avez le droit d'aller, et que vous devez aller ailleurs. Intégrer quelqu'un qui vient d'ailleurs, pour le français, il faut d'abord qu'il observe, qu'il analyse, et qu'ils se disent, finalement, celui-là, il n'est pas si mauvais que les autres. Mais ça ne l'empêche pas, à chaque occasion, par exemple, au moment des élections, vous dire, ah oui, mais toi, tu n'as pas la parole, tu n'es pas d'ici. Je m'excuse, mais là, en fait, on parlait du folklore. Hein. Mais c'est exactement où je vais en venir. D'accord, parce que je ne comprends pas bien le... Voilà. Je parle d'ici parce que si, par exemple, moi, je suis venue au folklore, c'est parce que dans le monde du folklore, personne ne m'a demandé d'où je venais. Personne ne m'a demandé mon identité. Personne ne m'a posé des questions. Maintenant, si, ils m'en posent, c'est ça. Mais ça a été pour moi on va dire, un domaine de sécurité. Un domaine où j'étais sûre que je n'aurais pas de réflexion désagréable. Et je me dis aussi qu'il faudrait qu'on développe tout ça, ou qu'on fasse connaître tout ça, cet esprit de folklore, cet esprit de communauté, transmission de la tradition, si vous voulez, mais surtout l'esprit de tolérance. Moi, c'est ça qu'il faudrait. Merci beaucoup. Merci. J'ai une réaction là-bas. Monsieur.
On parlait d'intégration et on parlait de marquage religieux, politique du folklore, de l'image que donnent les groupes folkloriques par rapport à leur marquage supposé politique et religieux. Or, ça peut être un obstacle à l'intégration. Par contre, les folkloristes, comme toutes les personnes, ne sont pas des hommes coupés en tranches avec un bout de folkloriste et un bout de citoyen anonyme. Donc, je crois qu'on peut arriver à intégrer les gens si on va les voir là où ils sont et où ils n'ont pas l'habitude de nous voir. Je pense en particulier à des cités. Il y a eu une expérience sur Tarbes, peut-être tout le monde n'est pas obligé de connaître Tarbes, c'est un autre où une exposition et un colloque sur la différence. Tous les gens venaient donner leur différence, que ce soit une différence ethnique, une différence physique, ou même parfois une différence intellectuelle. Et nous y sommes allés faire de la musique, raconter des histoires, les faire partager et faire intervenir les jeunes qui étaient là de cette cité à notre action, Et je crois que c'est comme ça le moyen d'intégrer les gens, c'est de leur montrer au milieu de... Alors, je vais faire une caricature énorme. De vieux crocodiles curaillons de droite, eh bien il y a plein de gens, qui sont peut-être vieux ou jeunes, ça n'a aucune importance, mais qui ne sont ni de vieux crocodiles, ni des curaillons, ni des mecs de droite. Et qui sont à l'intérieur de notre mouvement, comme chaque personne qui est dedans, par la diversité, une richesse. Et c'est par cette richesse qu'on peut attirer les gens, en essayant de se débarrasser de notre étiquette, par l'action, parce que l'éducation se fait par l'exemple, en se démarquant et en allant leur faire des appels sur leur terrain, sans être sur leur peur. De toute façon, c'est pas un acte de courage, on risque d'amener sa vie dans ce genre. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? À part Nicolas. Ah oui? On vous la donne tout de suite. Tradition, dernier rempart contre l'individualisme ou vecteur d'exclusion. On peut aussi penser que la méconnaissance ou le trop de connaissances est une sorte de rempart. C'est-à-dire le trop de connaissances va aller vers l'individualisme, où on ne va pas forcément vouloir partager de peur que les autres ne comprennent pas forcément ce que l'on sait, ou pas forcément s'intéresser de vecteur d'exclusion, parce que justement la méconnaissance du public ou la méconnaissance des alentours fait peur, la méconnaissance fait peur. L'exemple, un exemple plus récent, nous sommes allés à pied au lycée celui-ci, on nous a fait arrêter au moins 5 fois. Bonjour les Bretons. Il n'avait aucun breton avec nous. Alors après, effectivement, il y a cette... la médiatisation, je dirais, de la Bretagne qui fait que, d'une seule région, qui fait que on généralise tout de suite. Il y a aussi la méconnaissance à travers chaque région propre. La question est peut-être comment faire plus de pédagogie, aller vers les autres et déjà aller vers des associations proches, qui sont proches locales. Pour faire connaître en plus des écoles et de l'éducation. Ce qui serait déjà bien peut-être, c'est que les enfants d'une région puissent reconnaître les coiffes et les costumes de leur région. Est-ce que ça, c'est possible? On rejoint le débat de ce matin. C'est possible, le problème c'est la loi qui interdit de fumer, puisque avant sur les boîtes de mettre, il y avait des coiffes, et on reconnaissait toutes les coiffes. Non, je plaisante un peu. Non, moi je voulais intervenir sur plusieurs choses et pour une fois extrêmement sérieusement. Moi ce que j'entends aujourd'hui dans cette salle m'émeut un peu et me fait vraiment chaud au cœur. Parce que je trouve que nous avons évolué.
nous avons évolué vers une affirmation d'un véritable humanisme, et pas un humanisme de mode, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'il est humaniste, parce que voilà, mais un véritable humanisme, et qu'on défend de vraies valeurs, des valeurs de fraternité, d'universalité, d'ouverture, d'inclusion, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Et il faut se méfier de tous les chants des sirènes et des choses qui semblent extrêmement bien et qui peuvent être piégeuses. Alors, je vais essayer d'être mesuré et le plus précis possible dans mon propos, parce que ça peut être très vite mal interprété et je ne le voudrais surtout pas. Quand on va dans une cité, et il faut y aller, donc je le dis très clairement, pas parce que c'est une cité, mais parce que c'est la vie, c'est le territoire, chez nous, comme ils sont chez eux, les gens de la cité, dans les autres quartiers de la ville. Donc il faut y aller. Mais pour autant, il faut y aller avec ces valeurs que je viens de définir et que vous avez formidablement rappelées. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve face à des gens qui récupèrent une tradition, parce qu'en récupérant une tradition, on retourne vers l'exclusion. Je ne sais pas si je suis assez clair. Alors moi, je vais donner un autre exemple. Le groupe de Rouen, dans son festival, a ce qu'on appelle le contrat enfance-jeunesse, qui est un contrat qui est signé avec la Caisse d'allocation familiale et qui nous oblige à avoir des animations avec des enfants où on doit veiller à ce qu'il y ait une mixité sociale. Depuis quelques années, nous avons des enfants qui viennent de certains milieux et des quartiers particulièrement où les mamans restent, et c'est très bien, et j'en suis heureux, mais aussi parce que la tradition, chez eux, est extrêmement importante. Chez eux, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une région géographique, c'est chez eux, ces personnes-là. Voilà. Et donc, il faut se méfier et pas être, je dirais, fleur bleue, et que les choses se retournent. Voilà. Par contre, ce qui est important aussi, et quand notre ami Bess nous disait, moi, quand je vous vois, c'est comme un spectacle, je vous vois danser, ben, je regarde, mais je n'ai pas envie d'aller vers vous. Ben, il repose la question, qu'on a vu avec les gens du monde du folk, du costume. Parce que qu'est-ce qui en fait un spectacle et quelque chose qu'on regarde? C'est notre costume. Quand les gens sont habillés comme nous, on est avec eux et on peut y aller. Ça veut donc dire que dans nos spectacles, faut-il pas réfléchir à des tableaux où il y a une véritable interactivité? Alors, pas forcément systématiquement, pas forcément en festival, mais une véritable interactivité, c'est-à-dire où les gens fonctionnent avec nous. Et pour qu'ils fonctionnent avec nous, ça veut dire, et il y a des groupes qui l'ont très bien compris, vos danses, vos costumes ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au public qui vous regarde, parce que c'est eux qui sont fils de cette tradition, et c'est pas seulement nous. Parce que nous en faisons une culture élitiste. Alors c'est vrai que je vois quelques mots quand je dis que nous en faisons une culture élitiste. Mais est-ce qu'on partage vraiment? Est-ce qu'on ouvre vraiment? Et est-ce qu'on n'est pas là en train de dire il nous a piqué notre musique ou notre danse? Ils vous ont piqué quoi? Alors c'est vous qui l'avez créé. Donc c'est plus de la tradition. Donc c'est autre chose. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on s'ouvre, qu'on n'ait pas peur de l'autre, qu'on n'ait pas peur de nous aussi, parce que quelquefois on a peut-être un peu peur de nous. Voilà, et qu'on assume. Et très franchement, je ne sais pas si les Français ont une attitude, etc. Moi ce que je sais, c'est que dans le monde entier, j'ai rencontré des gens merveilleux et aussi des cons. Et que le pourcentage, malheureusement, me semble être le même de partout. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un système qui fait que peut-être on favorise de temps en temps l'exclusion et tout. On favorise l'exclusion, mais il n'y a qu'à regarder ce qui se passe un peu de partout, les différents débats, et on voit quand même que c'est dans l'air du temps. Et après, je vais vraiment finir,
On parle d'individualisme et on dit oui, on met les vieux pour s'en débarrasser en EHPAD. Bon, alors, le directeur d'EHPAD. Donc, il récupère les poubelles, on va aller jusqu'au bout. Mais attendez, moi je rencontre des gens, pas garder leurs vieux. Ils vivent dans 35 mètres carrés, il faut bosser parce qu'ils ont 3 enfants et qu'ils viennent de divorcer et que le mari ne donne pas la pension alimentaire. Ils font quoi? Ils vont vivre avec le vieux à la maison? Nous ne sommes plus dans cette société. Et tout à l'heure, quand même, avec tous les discours d'ouverture, j'ai entendu quelques relents de « c'était quand même mieux avant ». Et ça me gêne beaucoup. Il y avait des choses sûrement mieux, mais aujourd'hui, moi, je suis très content de vivre à l'époque que je vis, et je voudrais sûrement pas vivre au 19e siècle. Pourtant, c'est les costumes que nous représentons. Et puis, l'individualisme, bien sûr qu'il faut le combattre, mais le moi, il ne faut pas le combattre. C'est quand le moi est défini par moi-même que ça devient l'individualisme et qu'il faut combattre. Mais quand le moi est défini par autrui, par le regard des autres, par les échanges, là, ça devient intéressant et ça me semble important. Et n'oubliez pas que le moi est arrivé dans le projet au moment du siècle des Lumières, où le moi a existé pour être au service d'un projet commun de nation et pour être, j'allais dire, partagé. Et aujourd'hui, l'individualisme, c'est pas la négation du moi, c'est le moi qui n'est plus dans un projet partagé. Et je crois qu'on a un rôle là-dessus, et peut-être que ce qui nous manque, c'est un véritable projet partagé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va vouloir prendre la parole après Nicolas. C'est un peu le problème. Ah bah si. J'espère qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Alors, il y a Claude et il y a Solène. On va commencer par Solène, peut-être. Bah, les femmes d'abord. Elle est là. Juste pour suivre l'idée, effectivement, on a entendu à plusieurs reprises des générations aujourd'hui du desserrement, ce qu'on appelle le desserrement familial, où on a une cellule familiale qui diminue. Et un jour, je faisais, donc dans le cadre du musée, je faisais une visite guidée, voilà, où je parlais effectivement de la société traditionnelle. On avait une grande pièce avec toutes les générations, les grands-parents, les parents, les nombreux enfants. On avait les ouvriers agricoles qui pouvaient être là, voilà. Et puis on continue la visite, et puis on a un espace qui était dédié à la période formica. Voilà, où là on dit, bon voilà, alors c'est la maison moderne dans laquelle on vit aujourd'hui, avec un espace pour chaque chose, pour la chambre, pour les parents, la salle de jeu, pour les enfants, enfin voilà, la maison qu'on connaît, voilà, c'est notre maison actuelle. Et puis il y a un petit garçon qui me dit, mais vous savez, nous c'est pas du tout dans cette maison-là qu'on vit, hein. Nous c'est la maison que vous nous avez présentée tout à l'heure, dans laquelle on vit. Alors, je me questionne, je dis, tout à l'heure je te parlais de la maison traditionnelle où tout le monde vivait dans la même pièce. Il me dit, ben oui, bien sûr, hein, moi, tout le monde vit comme ça, dans les appartes d'où je viens, et ben, on vit tous dans une seule pièce, et puis ben, il y a les grands-parents, il y a les parents, et puis nous, et puis ben, la nuit, enfin, le soir, on déploie les matelas, et puis voilà, on vit tous dans une unique pièce. Donc il y a des fois, effectivement, voilà, ça nous replace un petit peu, ouais, ça nous interroge dans nos repères sociétaux, et voilà. Voilà, juste pour faire suite à ce desserrement familial. On va laisser, merci beaucoup Solène. On va laisser la parole à Claude. Alors moi je voudrais revenir à une question de notre ami graphiste qui a dit, est-ce que vous allez faire les autres? Dans la vie de notre groupe, nous faisons des spectacles et quelquefois le spectacle est raccourci au profit de ce qu'on appelle les animations. C'est-à-dire qu'on montre quelque part une danse, une partie, et on invite tout le monde. Les gars, les gros, les moyens, on invite tout le monde. Eh bien, il y a une seule réponse, c'est notre meilleure source de recrutement. Voilà, ça c'est un. Deux, à peu près 3 fois par an, nous allons dans un lycée qui a l'habitude d'accueillir des étrangers, des Suédois, des Italiens, des Espagnols, des Américains, et on fait un petit bout de spectacle et on invite tout le monde à danser, et c'est fabuleux. Et puis l'année dernière, ils avaient invité des Taïwanais. Vous avez essayé d'enlacer une Taïwanaise pour danser? C'est tout de suite le recul. Je peux pas vous répondre, ma femme est juste là, je peux pas répondre à cette question. Ma femme est là, je dirai après. Vous voulez danser avec moi?
Voilà, donc, je veux dire par là qu'il y a des cultures qui sont extrêmement différentes des nôtres et que dans le désir de bien faire, on va vers une contrariété dans la façon de vivre. Bon, c'est une moutarde, parce que la soirée a été quand même parfaitement réussie. Soyez tranquilles. On va laisser répondre du coup Bess. Mais Jean-Claude. Parce qu'il voulait répondre. Bess. Non, je voulais vous dire que pour moi, vous êtes un peu un street artiste aussi. Hein. Parce qu'en fait, on vit la même chose. Hein. Vous allez dans les lycées, j'y vais aussi. Puis vous savez, c'est pareil. Hein. Tout à l'heure, vous n'êtes pas venu vers moi, vous auriez pu graffer avec moi. Vous n'êtes pas venu non plus. Ah ouais. Moi, je vais pas vous apprendre des pas, mais vous verrez, hein. Ça fait du bien aussi. Donc après, c'est... Ouais. Non, mais c'est pour vous dire que... Non, on va être sérieux. Si vous voulez, je vais vous dire, une fois dans un pays, tout à l'heure, quelque chose qui m'a complètement assis, dans un pays dont je ne parle pas la langue, c'était à Londres. Je voulais des champignons. Donc j'ai dessiné, on m'a porté un parapluie. Alors on va prendre une dernière réaction. Une dernière réaction peut-être. Ah bah très bien. Oui, allons-y. T'as couru ou pas? Je n'avais pas encore parlé de la journée, il fallait bien que ça arrive avant moi. Donc moi c'est Frédéric, hein, je viens du Limousin. Je suis enseignant. Donc on a beaucoup parlé d'éducation ce matin. Il y a des choses qui m'ont fait réagir dans mon fort intérieur, je n'ai pas pu intervenir à chaque fois. Et pour moi, tradition de dernier rempart contre l'individualisme ou vecteur d'exclusion, pour moi c'est une question de curseur, je dirais. Ça dépend où on va le positionner. Moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faille imposer l'enseignement de la culture régionale dans les écoles. Pourtant je suis enseignant et d'un autre côté je suis folkloriste, donc je suis attaché à ma culture régionale. Mais si on imposait dans toutes les écoles aujourd'hui d'apprendre la culture régionale, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a à faire, on ferait que ça, et dans une société mondialisée aujourd'hui où on doit connaître le fonctionnement global du monde, on ne peut pas se cantonner à notre culture régionale. Je suis pour une initiation. Ça, il faut bien sûr initier. Et ça, je pense que c'est notre travail, à nous, folkloristes, d'aller auprès des instituts et de leur dire voilà ce qu'on peut vous proposer. Et on est preneurs. Hein. Moi je l'ai fait à titre personnel dans mon école. Et au niveau du rempart contre l'individualisme, si on met le curseur à ce niveau-là, évidemment, ça va être bénéfique parce qu'on va faire danser les enfants ensemble, ça veut dire qu'on va travailler le collectif et non plus l'individualisme. Si on les fait chanter, c'est la même chose. Quand on chante en groupe, on travaille en groupe. Si on veut faire de la musique, on fait de la musique, on est ensemble. Donc là, l'individualisme, il tombe totalement. Mais c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, le moi sera mis en valeur pour l'enfant. Donc c'est là où c'est un peu l'esprit philosophique qui vient se mettre en jeu, mais d'un côté, on apprend à l'enfant à pas être là pour lui-même et pour se montrer, mais à être là dans un groupe, mais à exister dans le groupe. Et c'est ce qu'on essaye de faire en tant qu'enseignant, enfin moi du moins, c'est ce qu'on nous apprend à faire et qui est bien. Et aussi, au niveau de l'éducation nationale aujourd'hui, on a quand même la liberté pédagogique. Donc si on a envie d'enseigner la culture régionale, on le peut. Mais sous la base de l'initiation. Et après, je pense que, par exemple, pour apprendre des langues, il y a des instituts comme l'Institut d'études occitan pour l'Occitanie, et dans chaque région, il va y avoir, si quelqu'un va approfondir ça, il va pouvoir le faire. Parce que si on mettait le curseur sur la tradition, c'est-à-dire qu'on va apprendre à un enfant la langue régionale, la culture régionale, mais finalement, il va peu connaître ça et on va peut-être pas lui apprendre à regarder les cultures qui sont autour.
C'est bien. Alors, je pense qu'il est temps maintenant de clore ce débat qui a été très riche. Et je vous remercie déjà d'avoir participé et d'avoir réfléchi ensemble. Alors, vous l'avez compris, c'est la fin de cette journée. Je tiens à remercier tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui pour enrichir cette réflexion et cette discussion. Je vais remercier Sylvia et Nicolas de m'avoir fait confiance pour être avec vous aujourd'hui. Et j'en ressors plus riche parce que j'ai appris. Je ne vous connaissais pas. Aujourd'hui, j'en connais un petit peu, mais ce que je sais de vous me donne envie finalement d'en savoir plus. Donc je pense que si vous avez réussi à véhiculer ça auprès de moi, vous pourrez le faire avec beaucoup d'autres, et c'est ce que je vous souhaite, puisqu'on l'a vu, vous avez un bel avenir devant vous, ce que je pense. Voilà. Donc je vous remercie et je vais passer la parole à Nicolas pour une petite synthèse de cette journée. Merci Yasmine. Alors, avant de parler de cette synthèse, très rapidement, si Yasmine, tu as apprécié ta journée, tu peux être sûr aussi que nous avons apprécié le travail que tu as fourni, puisque nous avons eu la chance d'avoir une journaliste de renom, de grande qualité, qui a beaucoup travaillé pour préparer cette journée et qui a su trouver le ton juste et qui a su que la vedette aujourd'hui, c'était le folklore. Et elle a su même s'effacer à certains moments pour mettre en valeur notre activité. C'est ça aussi la grande classe. Donc merci beaucoup Yasmine. Et quand en folklore, et particulièrement à France Folklore, on apprécie quelqu'un, on sait qu'on se reverra et qu'on se rencontrera de nouveau avec plein de nouveaux projets. Je voudrais commencer, si Brigitte se tait au fond, ça sera parfait. Je t'avais promis que si tu parlais, c'est de la prévention. Non, ce que je voudrais vous dire tout d'abord, c'est que je voudrais vous remercier, vous le public, d'avoir été présent toute cette journée. Nous avions des inquiétudes. Les inquiétudes étaient, est-ce que le sujet intéresse vraiment les gens des groupes ? Est-ce que les gens des groupes vont réagir, vont intervenir ? Et vous avez été extrêmement attentifs, vous êtes intervenus, le débat a été riche, extrêmement riche, et c'est vrai qu'il nous ouvre des horizons, peut-être même à un moment inespéré, en tous les cas, grand merci, et particulièrement à des jeunes, et quand je dis des jeunes, même des très jeunes, qui ont participé toute la journée à cette manifestation. Et à leur âge, je ne suis pas sûr que moi j'aurais tenu le coup. Donc je voulais... Non, mais très honnêtement et très sincèrement, parce qu'on parle des jeunes dans nos groupes, etc. Mais je trouve que les jeunes dans nos groupes sont souvent exceptionnels et ils l'ont démontré aujourd'hui. Et puis un accessite à quelqu'un qui fait peut-être pas de folklore, mais qui est venu voir papa graffer. Hein, c'est ça, et qui a été aussi extrêmement sympathique et gentil toute la journée parce que ça a été long. Tout simplement pour vous dire que cette journée, elle a été enrichissante. Enrichissante parce que vous étiez là, parce que vous avez donné votre avis, votre ressenti, votre accord, vos désaccords, vos points communs et vos différences. Et aussi, et je voudrais encore remercier tous les intervenants, vous les avez sur... Le programme, et certains veulent des dédicaces. Non, je plaisante. On n'est pas dans le star system. Mais en tous les cas, vraiment un très très grand merci pour la qualité de leurs interventions. Ils avaient sans doute un tas de choses à nous dire. Ils avaient sans doute prévu encore beaucoup plus. Et ils ont su, je dirais, continuer à évoquer tout ce qu'ils avaient à nous dire, mais à travers l'échange, à travers les questions. Et vraiment un très très grand merci parce que c'était d'un excellent niveau, pas d'un très bon niveau, mais vraiment d'un excellent niveau. Alors vous allez me dire, c'est bien, il fait son rôle de président, il y a des remerciements. Non, on est entre nous, donc on ne va pas s'ennuyer avec des formes de politesse. Les remerciements sont sincères. Une très grande fierté aussi à ce que cette journée a pu mettre autour de la table des gens qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années venir échanger avec nous. Des gens d'autres fédérations
des gens d'autres mouvements ayant des approches différentes des arts et traditions populaires. Et j'allais dire, qui eût cru, qui eût imaginé que le mouvement folk invite le 14 juin à l'Assemblée générale de leur association un président d'une fédération folklorique. On ne l'aurait pas imaginé, on ne l'avait même pas rêvé, et pourtant cette journée nous permet déjà ça. Ça veut dire que l'échange que nous avons eu va continuer, et il est nécessaire qu'il continue. Et je crois qu'un des premiers enseignements dans tout ça, c'est que quelle que soit notre activité folklorique, quelle que soit notre approche des arts et traditions populaires, quel que soit notre ADN et notre histoire dans la fédération et dans notre propre fédération, l'avenir, il est ensemble. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, forces et faiblesses ont bien sûr été soulignées tout au long de la journée. C'est une évidence que nous avons à beaucoup travaillé sur la communication. Nous avons un besoin énorme de communiquer. Et ce besoin énorme de communiquer, il est évidemment avec les médias, mais aussi il est vers les autres. Communiquer avec les gens proches, les gens de notre ville, de notre village. Et ça veut dire que pour communiquer, eh bien, il va falloir sûrement se faire aider ponctuellement ou sur des événements. Mais aussi, c'est communiquer par quelque chose que vous avez souligné, par des valeurs importantes. Et ça aussi, c'est un enseignement de la journée, c'est que nous avons des valeurs importantes et profondes, et que ces valeurs importantes et profondes vont nous aider à aller vers l'autre. Et cette communication, elle va aussi vers l'autre. La polonaise, c'est tendre la main et montrer que l'autre est important. Eh bien, nous allons jouer la polonaise de façon permanente, c'est-à-dire que nous allons tendre la main pour que l'autre sache qu'il est important à nos yeux et aussi sans doute pour devenir important à ses yeux. Donc, cette ouverture, vous l'avez souligné, elle est nécessaire, elle est obligatoire parce que le folklore a de l'avenir. Et le folklore, c'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose de demain. Et donc cela se réalisera que si nous ouvrons et si nous réalisons une véritable inclusion dans nos groupes ou pas dans nos groupes, peu importe. Et c'est pour ça que quelquefois, même si il est intéressant d'avoir la connaissance et d'être puriste, il faut qu'on accepte que certains soient un peu moins puristes et une pratique peut-être approximative, mais déjà c'est beaucoup et c'est important qu'ils aient une approche et une sensibilité aux arts et traditions populaires. Et ça veut dire qu'on a quelque chose en commun, qu'on peut échanger, et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, acceptons aussi les autres comme ils sont. Et n'ayons pas peur de ce que nous sommes, soyons fiers aussi de ce que nous sommes et ce que nous pourrons être ensemble. Voilà ce que je voudrais dire pour non pas conclure la journée, parce que cette journée ne se conclut pas. Cette journée annonce simplement d'autres lendemains, d'autres échanges, d'autres discussions. Et puis, le visage de plusieurs cultures, le visage de la tradition qui vient de là et aussi d'ailleurs, eh bien, je crois que c'est tout le symbole de cette journée. Et cette femme nous regarde sans doute avec bienveillance et elle vous dit simplement, demain, nos traditions, vos traditions, créeront peut-être de nouvelles traditions, mais en tous les cas, le plus important, c'est que nous partagions ces valeurs fondamentales de l'humanisme. Merci à toutes et à tous. Et je vais vous demander d'applaudir très très fort Yasmine, les intervenants et vous pour cette journée formidable que vous avez offerte aux arts et traditions populaires.